Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes déjà nombreux, je vois, dans les participants. Je suis ravie de vous rejoindre pour ce live sur l'hypersensibilité avec Sophie et Fanny, que je vais bientôt vous présenter. Merci d'être là, merci Fanny, merci Sophie. Merci. Le temps que tout le monde se connecte, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anaïs et du coup, je m'occupe des lives et des conférences thématiques chez Chance sur des sujets qui vous concernent et du coup, aujourd'hui, sur l'hypersensibilité. C'est une bonne façon pour vous introduire Chance. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital. Bonjour Charline, bonjour Camille. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital avec un mix de 24 heures d'auto-coaching et 7 heures de coaching vidéo. Avec un coach qui sera choisi selon votre personnalité, qui vous sera attribué. On a accompagné déjà des milliers de personnes, des profils variés, avec des objectifs différents. Changer de métier, changer d'entreprise, ne plus travailler en entreprise, mais toujours une finalité commune, trouver une voie qui leur ressemble et qui ne ressemble qu'à eux, parce que chacun a une voie qui lui est unique. Et chez Chance, on a une conviction, c'est que votre passé ne dicte pas votre futur. Comme je vois qu'on commence à être nombreux en ligne, ouais, je vous demanderai de poser vos questions dans la partie questions à droite. Et moi, je m'occuperai de faire remonter les questions auprès de Sophie et Fanny pendant le live. Donc, c'est aujourd'hui l'hypersensibilité qui nous rassemble. L'idée, ça va être de vous donner les clés pour comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, mieux la comprendre et en faire un atout au travail. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Fanny Marais, coach, mais aussi co-dirigeante de l'Observatoire de l'hypersensibilité, et qui a récemment sorti un bouquin. Est-ce que tu peux me redonner le titre, s'il te plaît, Fanny? Qui s'appelle Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. Très bien. Bah, tu vois, je ne l'avais pas en entier. Il est un peu long C'est vrai. à retenir. Et du coup, Sophie Koopman, coach chez Chance, coach chez Emotion aussi, et qui est directrice de l'école de la fausse note à Lyon. Et du coup, je te donne la parole, Sophie, pour commencer. Très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis tout d'abord ravie d'être parmi vous. Alors effectivement, j'accompagne au sein de ma structure Emotion des personnes en entreprise, des entrepreneurs pour redonner du sens, de l'engagement, développer sa singularité. Et aujourd'hui, je viens pour témoigner et parler de mon expérience vécue par rapport à ma grande sensibilité. Et Fanny, j'ai hâte que tu nous parles également de ton livre et sur ce sujet qui est passionnant. Alors, il paraît qu'on a les clients que l'on mérite, dirait Alain Cardon, qui m'a formée à la systémie. La systémie, c'est une approche qui m'a conquise par le fait de mettre en lien l'environnement, le contexte et l'humain. Et je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de mes clients sont en lien avec l'entrepreneuriat, l'intuition, qui voient souvent très grand dans leurs projets, leurs idées. Alors, longtemps, cette grande sensibilité a été pour moi un frein, un poids. Je prenais les choses très à cœur et mettais beaucoup d'enjeux dans les choses simples. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je parlais de ce webinaire à ma fille et je lui parlais de cette phrase-là et elle me dit « Mais pourquoi tu le mets à l'imparfait ?» En fait, elle a un peu raison. C'est encore le cas de temps à autre, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie force. Et plus qu'une force, je dirais même que c'est mon outil de travail. En fait, pourquoi mon outil de travail? Parce que dans mes coachings, en fait, aujourd'hui, j'ose partager mes ressentis lors de mes coachings. Et les clients me témoignent souvent que cela les aide à avancer. Donc ça, c'est une première chose. Cette grande sensibilité, sans mettre d'étiquette, parce que j'ai toujours du mal à coller des étiquettes sur les personnes ou en tous les cas à les mettre dans des cases. Mais cette grande sensibilité m'a permis d'oser d'intégrer ma passion du piano et de l'improvisation dans le coaching. En fait, j'ai développé une méthode inspirée de l'école de la fausse note, créée par Marla, qui a eu le premier prix d'improvisation à Rome en 99, qui est également conférencier et écrivain. Aujourd'hui, il y a 3 écoles en France, dont une dont je m'occupe à Lyon et une en Suisse,
qui travaille étroitement avec une équipe médicale. Donc, c'est vraiment un sujet important aujourd'hui et de plus en plus, on en parle de plus en plus. Alors, qu'est-ce que l'école de la fausse note? Je vais faire un petit mot dessus quand même. Je propose d'expérimenter l'improvisation pianistique. Ce qui est absolument génial, c'est quand les clients n'ont jamais touché au piano. C'est encore plus intéressant. Et donc, cette méthode, elle s'adresse à toute personne ou à toute équipe. Et cela permet finalement de solliciter les sens, l'écoute, le toucher, l'aspect également kinesthésique, les sensations relatives au mouvement du corps, et puis bien sûr la partie émotionnelle. Et là, je ne vais pas m'attarder sur la puissance de la musique sur les émotions, mais ce qui permet souvent de lâcher le mental. Donc concrètement, elle permettra rapidement de retrouver une dynamique créative pour avancer dans ses projets. Elle permet également de développer ses capacités à surmonter les difficultés, dépasser la peur de l'échec. Et c'est tous ces parallèles justement avec la fausse note et l'apprivoiser. Et bien sûr, pouvoir composer avec sa sensibilité. Alors j'interviens également dans le cadre de Chance pour accompagner les talents dans leurs projets de reconversion. Et il faut savoir que l'équipe de Chance est très pointilleuse sur le choix et de l'attribution d'un coach en fonction de ses aspirations. Les aspirations, le profil du talent. Et comme par hasard, j'ai envie de dire, je me trouve souvent à coacher des talents en reconversion qui sont souvent des personnes très créatives. Donc en fait, ce que j'entends par des personnes créatives, ce n'est pas forcément lié aux activités créatives, mais c'est plus une façon de penser, d'appréhender les choses autrement. Une prise de décision souvent de manière plus intuitive, d'avoir des idées innovantes, nouvelles. En termes de reconversion, ce sont souvent des personnes qui sont d'ailleurs très attirées par l'entrepreneuriat et qui ont un lien avec la liberté de créer et d'innover. Souvent aussi, dans les talents que je rencontre, c'est souvent des personnes très observatrices. Elles ont le sens du détail. Alors, Fanny, on en reparlera certainement, mais j'espère que tu es d'accord avec ce que j'avance. D'ailleurs, pour certains talents, on le voit très bien quand ils remplissent leur questionnaire sur le parcours Chance, dans la façon dont ils remplissent, entre autres, surtout la partie d'introspection. Il y a vraiment un sens du détail dans le choix des mots, le temps passé pour chacune des réponses, qui est certainement plus longue que la moyenne, et également la longueur et la précision des réponses, notamment sur un critère important pour eux, qui est donner du sens dans leur activité professionnelle. Une dernière chose que j'ai remarquée toujours par rapport au talent Chance, d'une façon générale, dans le monde du travail, un des aspects de l'hypersensibilité est le goût du travail bien fait. Et ce sont souvent des personnes très engagées qui ne savent pas toujours poser leurs limites. Et le revers de médaille de ce perfectionnisme, c'est trop d'exigences, ça peut entraîner un sentiment d'insatisfaction, une recherche constante également d'amélioration. Oui, je me permets de te couper, Sophie, parce que dans la question, on a justement Lucille Miquel qui nous dit comment réussir à prendre du recul au travail. Et je pense que ça fait un peu écho à ce besoin de perfectionnisme et à cet investissement assez intense. Absolument. Alors justement, pour ma part, et Fanny va revenir certainement avec les outils qu'elle propose, moi pour ma part, je travaille en coaching sur le jugement de soi, sur les injonctions, le soi parfait, le soi fort. D'ailleurs, on le fait beaucoup également dans le parcours Chance. La méthode du petit pas, de définir sa direction, comment y aller progressivement, en s'écoutant, en allant à son rythme. Enfin, il y a plein, il n'y a pas une solution, mais il y en a plein. Mais en tous les cas,
c'est prendre du recul et trouver des outils qui puissent finalement arriver tranquillement à monter la montagne, enfin l'objectif de monter la montagne, mais sans l'attaquer frontalement. Mais du coup, je rebondis parce que Fanny, je suis sûre qu'elle va pouvoir aussi nous éclairer si tu veux bien rebondir peut-être. Oui, oui, oui. Alors, je me présente peut-être très rapidement. Ouais. Anaïs, tu l'as déjà fait en introduction, donc je ne répète pas ce que tu as dit. Je suis coach, en effet, comme Sophie. Je suis aussi formatrice en entreprise autour des thématiques principales de la connaissance de soi. Et puis, j'interviens donc auprès des particuliers et des entreprises. Tu parlais aussi de l'Observatoire de la sensibilité. Ouais. En fait, quand je me suis formée au coaching à partir de 2017, je me suis formée à l'accompagnement des personnes à haut potentiel et ou hypersensibles auprès de Fabrice Michaud. Et puis, en poursuivant mes recherches sur le sujet, de fil en aiguille, j'ai rencontré Saverio Tomasella, qui est docteur en psychologie et qui a beaucoup écrit sur le sujet de l'hypersensibilité en France, qui a en tout cas contribué à faire connaître ce sujet très largement. Et il m'a proposé à l'automne 2020 de co-diriger cet observatoire avec Élodie Crépel. Et Saverio a eu la gentillesse aussi de préfacer mon livre dont on a déjà donné le titre précédemment. Donc voilà pour ce qui est du sujet de l'hypersensibilité et qui explique que je me sois plongée dans ce sujet. Peut-être par rapport au coaching, puisque c'est aussi ce qui me lie à Sophie, c'est en effet comment, en tant que coach, prendre en compte les spécificités de ces personnes hautement sensibles ou très sensibles pour justement ne pas entrer dans leur résistance ou en tout cas travailler avec leur propre résistance et puis bien connaître leur singularité pour que on puisse déjà les éclairer sur ces points-là pour qu'elles ensuite arrivent à cette fameuse connaissance de soi dont on parle souvent mais qui est pourtant primordiale et un préalable à toute chose, je pense. Dans le livre, en fait, j'aborde 10 chapitres qui, si vous voulez, recoupent un peu la définition de l'hypersensibilité. On peut peut-être en redonner une définition rapidement d'ailleurs. Je pense que ce serait top. Il y a Pierre d'ailleurs, Pierre Arthur dans la question qui nous le demande et je pense que ça permettrait de poser un peu le cadre pour tout le monde avant de commencer. Avec plaisir. En fait, Sophie a abordé les 3 grandes familles, je dirais, de l'hypersensibilité. Elle a parlé de la sensorialité. Donc, moi, je parle de cette charge sensorielle qui peut être prégnante chez les personnes hautement sensibles. Il y a ensuite l'intensité émotionnelle. Sophie en a parlé aussi. C'est aussi comme ça qu'elle aborde le sujet avec l'école de la fausse note. Et puis, à un moment, Sophie, tu disais ce côté musical peut permettre de déconnecter le mental. C'est pour moi la 3e famille dans la haute sensibilité, c'est l'ébullition des pensées. Donc pour moi, c'est un peu la façon dont j'aime définir cette sensibilité qui n'est autre qu'une sensibilité plus élevée que la moyenne. Qui touche environ 30% de la population mondiale selon les dernières études des équipes d'Hélène Aron aux États-Unis. Hélène Aron étant la première personne, disons, à avoir formulé ce terme de highly sensitive person en anglais. Et l'hypersensibilité ou la personne hypersensible, c'est une traduction des écrits d'Hélène Aron. Mais sinon, il y a eu déjà précédemment, notamment avec Dabrowski, par exemple, qui parle des hyperstimulabilités dans les années 60. On a déjà abordé ces sujets précédemment. Et puis peut-être dire aussi que cette sensibilité élevée, elle a toujours existé. Elle était dénommée aussi différemment dans les siècles précédents. Et puis il y a eu des siècles où elle était tout à fait valorisée. Là, j'ai l'impression, puisqu'on parle beaucoup du sujet en ce moment, qu'on est un petit peu en train de renverser la vapeur parce que notre 20e siècle, en tout cas en Europe, a été plutôt très cartésien. Et moi, j'aime bien rappeler que les deux ne sont pas incompatibles. Là, on peut être doué d'une grande intuition, l'intuition dont Sophie parlait, et puis prendre des décisions tout à fait rationnelles en même temps. Absolument. Il y a la notion d'empathie qui est abordée dans les questions et dans le chat. Où est-ce que vous la poseriez dans ces définitions-là? Je pense que ça pourrait un peu aider parce que c'est un terme qu'on entend souvent et on a perdu Sophie. Sophie. Alors, ça, c'est des petits aléas du direct.
Donc, je vous Est-ce demande… que tu veux que je réponde le temps qu'elle se reconnecte? Ouais, je veux bien que tu Ok. répondes, s'il te plaît. Merci Ok. beaucoup. L'empathie, en effet, elle fait partie des caractéristiques principales des personnes hautement sensibles. On parle même parfois de surempathie. C'est là où ça va peut-être devenir problématique parce que, Sophie en parlait tout à l'heure, il faut apprendre en effet à poser ses limites et parfois, ça veut dire aussi faire la distinction entre ce que ressent l'autre et ce que je ressens. C'est vraiment la différence aussi entre l'empathie et la compassion. Hein. Dans la compassion, ça vient du latin, on souffre avec, alors que lorsque l'on est empathique avec quelqu'un, c'est qu'on arrive à comprendre comment cette personne est en train de fonctionner, et c'est tout le propre du coaching d'ailleurs, hein, d'arriver justement à être dans le mode de raisonnement de la personne pour justement l'aider à trouver ses propres outils, mais avec son mode de fonctionnement. Donc l'empathie, en effet, elle fait partie de la définition, et en fait, on peut la classer, si on veut la classer et voir les choses clairement, dans la famille émotionnelle. Ok. C'est hyper clair. Je regarde juste en même temps les questions, mais là, dans celles qui arrivent, j'en ai deux qui rassemblent, qui reprécisent ce sujet, de se sentir éparpillé et d'avoir beaucoup d'idées et d'avoir du mal à focus du coup sur un sujet. Est-ce que c'est un sujet que tu évoques dans ton livre? Est-ce que c'est une caractéristique qu'on pourrait attribuer à l'hypersensibilité? Alors là, il s'agit selon moi davantage de ce qu'on appelle parfois la multipotentialité ou le fait de slasher, c'est-à-dire avec le slash, hein, de cumuler Ouais. différentes activités par choix, hein, parce que ça peut être aussi parfois par contrainte économique, mais là, c'est plutôt par choix. Et c'est vrai qu'on retrouve, alors tu me diras, Sophie, si tu le ressens aussi dans tes accompagnements, mais on retrouve parmi les personnes hautement sensibles beaucoup de personnes qui aiment bien cumuler différentes activités. Absolument, oui. Souvent, on a des personnes qui ont tendance même à s'éparpiller, justement, et à la fois de par cette envie de curiosité, de créativité aussi, qui est en lien, je pense. Mais effectivement, c'est en lien, je pense. Alors, c'est un reproche qu'on fait souvent aux personnes hypersensibles, c'est justement qu'on a l'impression de l'extérieur qu'elle s'éparpille. Alors, je ne sais pas si la personne qui pose la question, c'est parce qu'on lui a dit qu'elle s'éparpille elle-même ou si c'est parce qu'elle a elle-même le sentiment de s'éparpiller, ce qui peut être très différent. Mais moi, je dirais que, et là, je pense à Marielle Barbe, qui a écrit justement un livre sur les slashers, qui s'appelle Profession Slasher. Elle explique très bien qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir son fil rouge, son fil conducteur, parce que parfois, disons de l'extérieur, on a l'impression que les activités n'ont rien à voir entre elles. En fait, peut-être qu'en allant toucher ceci, cela, on se rend compte qu'en fait, on travaille autour de quelque chose qui est important pour nous, peut-être qui va venir toucher nos valeurs, et c'est comme ça qu'on va arriver à définir un peu sa singularité aussi, et ce qu'on a envie de mettre en avant dans l'activité professionnelle. Ouais, c'est hyper juste ce besoin d'aller chercher à droite à gauche avant de trouver. Oui, bien sûr. L'idée d'expérimenter et de effectivement vivre les choses font partie justement d'avancer dans son fil rouge ou en tous les cas de trouver sa direction. Je suis absolument d'accord avec ça. Et du coup, je rebondis sur la question d'Aude. Est-ce qu'il y a des environnements de travail qui sont plus propices pour des personnes qui se sentiraient hypersensibles, qui se seraient identifiées comme hypersensibles et qui sentiraient les caractéristiques de cette hypersensibilité, selon vous? Alors oui, effectivement. Alors déjà, il y a souvent ces personnes hypersensibles sont hypersensibles au bruit, à la lumière. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je suis dans un environnement bruyant. Donc, il y a déjà cette partie-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Fanny, qui est importante sur l'environnement, effectivement, du travail. Et puis également des personnes qui aiment bien généralement travailler en petite équipe. Souvent, on dit que le fait d'avoir trop d'interlocuteurs, ça peut être quelque chose aussi qui peut être déstabilisant pour ces personnes-là.
Oui, en fait, là, ce à quoi tu fais référence, c'est aussi les stimulations qu'il peut y avoir parce que quand justement il y a beaucoup de perceptions sensorielles, à un moment, ça sature en fait, hein. C'est-à-dire que si on est en effet dans une réunion où tout le monde prend la parole, il n'y a pas forcément, disons, d'ordre du jour, ça part un petit peu dans tous les sens. Au bout d'un moment, ça sature complètement, c'est-à-dire qu'il y a besoin de cadrer un petit peu la chose. Et donc, en termes d'environnement de travail, Sophie, tu disais par rapport aux stimulations sensorielles, c'est vrai qu'on a coutume de dire que l'open space, c'est un peu l'ennemi juré de la personne hypersensible parce que difficulté de s'isoler. Alors, du coup, parfois, il faut arriver à trouver des petites astuces. C'est vrai que le télétravail, là, ça sauve pas mal de personnes qui arrivent à être au calme et à travailler de chez elles. Quand on est au bureau, on peut aussi essayer de trouver des salles de réunion pour travailler, pour s'isoler. Des petites astuces. Si vous avez une équipe, par exemple, et que vous êtes souvent sollicité, vous pouvez aussi leur dire que entre 14 et 16, tous les après-midi, vous allez travailler sur des dossiers en particulier, que vous souhaitez rester au calme. Il y a vraiment des petites astuces à mettre en place au niveau de la luminosité. Sophie, tu y faisais allusion. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'agencer un petit peu leur environnement de travail. Alors, dans les flex office, c'est hyper compliqué parce que on arrive le matin et en fait, on n'a pas d'espace dédié, donc c'est difficile. Et c'est vrai que pour ces raisons, parfois, Sophie t'en parlait aussi, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées, entre autres, pour ces raisons-là, et puis ce sentiment de liberté et de création, etc. Donc, c'est vrai que ça a un lien. Et de pouvoir organiser son temps, hein, quand je prends la parole comme ça, c'est que je rebondis aussi sur des réactions que je vois dans le chat. Et du coup, j'ai l'impression que le vrai conseil, c'est que si on le peut et si c'est faisable, c'est d'avoir la liberté nécessaire pour organiser son temps et les échanges qu'on a avec les personnes au quotidien et se réserver des moments pour soi, pour pouvoir se déconnecter, pour pouvoir être pleinement en énergie quand on est dans le cadre de réunions ou de moments collectifs. Alors, j'ai envie de dire, même en dehors de l'hypersensibilité, Et oui. pour être efficace au travail et pour pouvoir effectivement avancer sur un dossier, les sollicitations multiples, etc., à la limite, ça pourrait s'attribuer à tout le monde. Enfin, pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui est de mettre un cadre et de fragmenter ces missions, ces dossiers sur lesquels on revient, etc., et d'arriver finalement à se focaliser d'une façon globale sur son dossier. De façon générale, c'est quelque chose quand même d'efficace. Mais Anaïs, oui, pardon. Ouais, non, excuse-moi. Non, je repensais juste à ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de liberté et de l'organisation du temps. C'est vrai que c'est souvent les deux premiers arguments cités en faveur de l'entrepreneuriat, c'est de se dire qu'en fait, on peut travailler selon son rythme biologique parce que, en effet, pour les personnes hautement sensibles, comme il y a une fatigabilité certaine du fait de cette surstimulation, parfois, il y a besoin finalement de faire plus de pauses qu'à l'accoutumée dans la journée, voire des micro-siestes. Et c'est vrai que faire une micro-sieste au bureau, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Même si maintenant, il y a des entreprises qui le proposent. Ouais. Hein. Moi, j'avais une petite technique comme ça fait une petite anecdote de vie, mais j'allais me mettre dans les toilettes quand j'étais en alternance avec mes clés dans la main. Et au bout de 20 minutes, quand mes clés tombaient, c'est que je tombais en sommeil profond. Et c'était des toutes petites siestes qui me permettaient de récupérer, dont le cadre de la sieste était un peu comique, mais il y a c'était à l'époque, maintenant il y a des entreprises qui proposent ça, et oui, je pense que... Oui, et puis je pense qu'à ce titre, le monde du travail, il évolue aussi, hein, avec tout ce qui s'est passé depuis un an aussi, on se rend compte qu'on peut travailler autrement, qu'on n'est peut-être pas obligé de faire du 9h, 18h. Est-ce qu'il est possible de faire du 10h parce que de 9 à 10, on a quelque chose à faire et que du coup, on préfère travailler un petit peu plus tard, qu'il y en a qui n'ont pas envie de prendre une pause déjeuner à 12h30. En fait, il y a quand même toute une norme dans le monde du travail qui fait que parfois, c'est pas complètement logique par rapport à un rythme biologique pour le coup. Je remonte une question qui est arrivée plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité et les hauts potentiels? Fanny, je te laisse
Allez. Voilà. Pas de problème. Oui, la question est souvent posée. Alors, pour simplifier là encore, disons le panorama, la plupart des personnes à haut potentiel, alors ce qu'on appelle les personnes à haut potentiel, ce sont les personnes qui auraient été identifiées via le test WISE, on prononce comme on veut, qui permet de définir un quotient intellectuel et à partir de 130 de résultats, on est considéré comme étant à haut potentiel. Parmi ces personnes qui auraient passé le test, la plupart sont hypersensibles. C'est-à-dire que c'est souvent une caractéristique prégnante et c'est souvent d'ailleurs la caractéristique qui peut poser des difficultés. Et ça va nous permettre de faire la différence à l'intérieur de la population des hauts potentiels entre différents profils. Ensuite, pour ce qui est de l'hypersensible lui-même, l'hypersensible n'est pas forcément une personne à haut potentiel. C'est-à-dire qu'on peut être hypersensible sans être au potentiel. D'ailleurs, si on regarde les pourcentages, les personnes dites surdouées ou à haut potentiel sont à peu près 2,5-3% de la population versus 30% grosso modo pour les hypersensibles. Donc, on voit un petit peu les écarts, mais c'est vrai que dans ce que l'on peut raconter sur l'hypersensibilité, il y a souvent des personnes au potentiel qui vont beaucoup se reconnaître dedans. Ok, c'est hyper intéressant et justement cette question a été posée, ça la recoupe sur dans du coup l'image de l'hypersensibilité en termes de pourcentage, il y a à la fois des gens extravertis, des gens introvertis. Et je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aborder parce que ça pose un peu le cadre et vous êtes plusieurs à avoir posé la question dans le chat. Est-ce que tu veux qu'on l'aborde maintenant? Ouais, oui. Ouais. Est-ce qu'on a une idée est-ce qu'on peut être introverti et ou extraverti? Parce que j'imagine qu'il y a la nuance et ça dépend des moments de vie, mais la question est posée de savoir si on est forcément introverti quand on est hypersensible. Oui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que les personnes hypersensibles sont introverties, sont réservées, sont taiseuses, alors qu'en fait, il y a à peu près 30% des personnes hypersensibles qui vont être extraverties, c'est-à-dire, là je reviens un peu sur la définition, qui vont aller chercher leur énergie dans le contact social, dans le rapport à l'autre. Donc, par exemple, ces personnes-là auront moins bien vécu le confinement que d'autres personnes, puisque les introvertis étaient à peu près plus satisfaits, disons, d'être au calme, mais il y a à peu près 30% et donc les 30% restants sont des personnes en fait qu'on appelle ambiverties, c'est-à-dire qui vont avoir besoin à la fois de ce contact social pour aller se régénérer et qui après cela vont avoir besoin d'un grand moment de calme pour reprendre aussi un petit peu de leur essence propre entre guillemets. Ouais, donc ça c'est une bonne réponse aussi à avoir cette connaissance de soi, ça permet aussi de mieux rétribuer son temps et d'organiser son temps dans la journée, de suivre le rythme biologique dont tu parlais. Et on a d'ailleurs Manon Leroy qui nous dit « Je suis ambivertie ». Et Sandra qui nous avait devancé en parlant d'ambiversion. Il y a la thématique de l'estime de soi, de la confiance de soi, mais au-delà de l'estime de soi, qui remonte dans les questions. Et je sais que c'est une des thématiques que tu traverses dans ton livre. Et aussi, Sophie, évidemment, chez Chance, un des passages qu'on aborde. Est-ce qu'on peut prendre la parole sur l'estime de soi pour des personnes qui peuvent être hypersensibles et comment on se positionne vis-à-vis de ça? Alors, comment on peut travailler son estime de soi, du coup? Alors, des personnes qui sont très dans l'affect et qui sont très effectivement dans l'exigence, donc dans le côté perfectionniste, etc. Et qui ont justement ne sont jamais satisfaits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un trait de caractère. C'est beaucoup en lien aussi avec finalement toutes les expériences passées, de refaire finalement le tri entre les croyances limitantes et puis de servir de toutes les expériences passées pour valoriser et pour effectivement faire sauter un peu ces croyances-là. Et puis, il y a également de faire le tri, finalement, j'ai envie de dire, sur l'affect, prendre du recul, etc. Je pense que Fanny, tu dois avoir des outils, des outils qui doivent être dans ton livre par rapport à ça.
Alors, moi, j'aime bien faire le rapprochement quand on parle d'estime de soi avec le passage à l'action, parce que ça me permet de faire la différence entre confiance en soi et estime de soi. Dans la confiance en soi, en fait, on va passer à l'action sur telle ou telle chose, même si on ne contrôle pas complètement la situation et même s'il y a une part d'inconnu, voire on va y aller parce qu'il y a une part d'inconnu et qu'on est OK avec cette part d'inconnu, qu'on l'embrasse et qu'on y va. Et le fait finalement de passer à l'action, ça va permettre de redorer un peu cette estime de soi. Parce que, a posteriori, on va pouvoir faire ce que tu dis, Sophie, c'est-à-dire constater son accomplissement, revenir sur ce qu'on peut appeler la réalisation de soi, le fait de se challenger, par exemple, le fait de progresser dans un job ou dans une activité, et de prendre le temps de constater en fait qu'on a fait cela. Parce que parfois, on est aussi beaucoup dans l'action. Alors, il va y avoir les personnes qui vont avoir plus de mal à passer à l'action, puis il y en a qui vont être très speed. Et quand on est speed et qu'on enchaîne les actions, etc., OK, what's next, on ne prend pas toujours le temps, en fait, de poser et de se dire, bon, bah, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait là. Donc, je peux aussi me féliciter de l'avoir fait et m'apporter moi-même des marques de reconnaissance, en fait. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'action et effectivement, il y a la paralysie qui… Oui, c'est bien que tu le notes. Il y a deux personnes qui nous posent la question et qui nous disent comment on arrête cette pensée en ébullition pour justement passer à l'action et pas être dans la paralysie. Je pense qu'il y a déjà j'ai envie de dire, il y a 3 sphères. Il y a la sphère effectivement de la pensée, il y a la sphère de l'émotion et du comportement. Idéalement, finalement, ce serait de créer une circularité entre ces 3 sphères. C'est-à-dire que quand on est bloqué dans la pensée, partir de voir ce que l'on ressent ou de partir dans l'action, c'est vraiment finalement, je pense que l'efficacité de ça, et les hypersensibles sont quand même assez connus aussi pour cogiter et pour être très dans le mental, eh bien, c'est de se reconnecter à autre chose. Et entre autres, quand je propose le piano, c'est vraiment un sujet également, c'est-à-dire qu'on revient dans du sensoriel, on revient dans de l'émotif, dans de l'émotion, dans de la sensibilité. Et là, ça permet de lâcher un peu du mental. Donc effectivement, après, il n'y a pas que le piano, heureusement, mais c'est vraiment avoir cette conscience-là, quand on est dans la cogitation, etc., finalement, de comment on peut se soutenir et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, le petit pas pour arriver à, ne serait-ce qu'un exercice physique ou ne serait-ce que, d'ailleurs, beaucoup de hypersensibles ont du mal à se concentrer effectivement au travail. On parle de pause, mais ne serait-ce également de faire un petit étirement ou de se reconnecter à son corps, ça peut être aussi un moyen pour élargir et pour sortir de ça, du mental. Pardon, excuse-moi Fanny, je te laisse. Non, je voulais juste compléter avec ce que disait Sophie. Il y a en effet parfois ce rapport au corps qui n'est pas toujours évident, où justement, si on est beaucoup dans le mental, comment est-ce qu'on reconnecte un petit peu les deux? Et parfois, je constate aussi ce que je disais en introduction, que parfois de travailler avec la résistance en fait de la personne, du client, de la cliente, ça peut être intéressant et donner des résultats, pardon. Et donc, moi, parfois, ce que je dis, c'est si vous êtes beaucoup dans la tête, eh bien, on va y aller encore plus. Et donc, s'il y a des pensées qui vont un petit peu dans tous les sens et qui bouclent, OK, on va les prendre et là, on va les décortiquer. On va y passer du temps. Parce que moi, je suis OK avec le fait qu'elle soit là et qu'elle boucle, mais il y a un moment, on va interrompre cette boucle et on va décortiquer vraiment ce qu'elles sont en train de nous dire. Qu'est-ce qu'elles me disent de, justement, mes émotions, mes ressentis physiques et comment est-ce que je peux interrompre cette boucle, en fait. Donc ça peut être intéressant aussi de carrément se dire, bon, bah, si vous êtes beaucoup dans la tête, on va y aller encore plus. Ouais, c'est vrai que c'est ça, mais finalement, c'est de l'emmener dans l'émotion. Et exactement. C'est vraiment ça. Alors, il y a quand même beaucoup de… Merci, hein, mais il y a quand même beaucoup de réactions sur l'intensité émotionnelle, donc sur ce que Pierre Arthur appelle les montagnes russes, et je plus sois, parce que c'est aussi l'expression que j'utilise. Et donc, face à des événements marquants qui sont en dehors de notre contrôle, comment on peut faire pour essayer de réguler, de ne pas se laisser submerger par ces émotions sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle dans une journée lambda? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour essayer de réguler ces émotions très fortes qui arrivent?
J'ai envie de dire, ça serait finalement, idéalement, ce qui n'est pas simple, ça serait de les accueillir, ces émotions. Plutôt que de les rejeter ou d'aller contre, finalement, c'est de les accueillir et de savoir comment on peut se poser simplement la question, comment je peux m'aider, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce qui pourrait me soutenir dans des moments comme ça. Et se mettre en lien justement avec des expériences passées, de voir que finalement, la dernière fois que j'étais dans une émotion forte, je suis partie sur 3 respirations. Ou, enfin, en fait, j'ai envie de dire, je crois que c'est vraiment aussi en lien avec la connaissance de soi et puis d'expérimenter. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours évident et ça fait partie effectivement de l'hypersensibilité, d'avoir des hauts et des bas. Et à la fois, souvent, je dis à mes clients, pour que la vague, elle monte, elle a besoin de descendre pour remonter. Donc, j'ai envie de dire, ça fait partie effectivement un peu de ce côté-là. Mais c'est à la fois, je pense que de par l'acceptation de l'émotion, de l'hypersensibilité, d'une meilleure connaissance de soi, c'est là où on la transforme en force. Donc, je pense vraiment de l'accueillir dans un premier temps, qui est de la reconnaître et de l'accueillir, tout simplement sans juger. C'est déjà un très beau pas. C'est vrai que l'acceptation dont tu parles, pour moi, elle est cruciale, hein. Je trouve que c'est un très beau sujet, toujours les émotions. Et moi, à ce titre, j'aime beaucoup la communication non violente, pour ceux qui connaissent la CNV, parce que justement, pour les personnes hypersensibles, c'est un outil qui va vous demander en fait de traduire vos ressentis physiques en émotions, et que derrière ces émotions, il y a la plupart du temps des besoins que vous n'avez pas satisfaits. Donc, la question, ça va être, on dit souvent de descendre dans le puits, d'essayer de comprendre, en fait, quand, par exemple, votre manager est rentré dans le bureau et vous a incendié sur tel ou tel sujet, que ça vous a mis en colère. Qu'est-ce qui fait que ça vous a mis en colère? Parce que souvent, on a l'impression que c'est l'autre qui m'a mis en colère, alors qu'en fait, l'autre n'a été que le déclencheur de ce que j'ai ressenti. Donc, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi quand cette personne m'a un peu avoinée? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et à partir de là, finalement, je fais un retour sur moi. Je ne suis pas focus sur l'autre, en fait. Je me pose la question pour moi. Et du coup, ensuite, j'essaye d'exprimer et de transformer ces émotions en besoin et en traduction dans la parole déjà et en demande. Donc, pour moi, c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour les personnes hypersensibles. Je complète avec ces outils très pratiques que vous nous avez donnés, avec Hélène qui propose le yoga, on nous propose aussi la méditation, on nous parle aussi pas mal des chevaux depuis le début, de l'équitation et du rapport au cheval. Alors peut-être que c'est une thématique dont on n'a pas parlé toutes les trois quand on s'est parlé initialement, mais qui revient pas mal. Est-ce que la relation aux animaux et à la nature, mais plus spécifiquement aux animaux, c'est quelque chose qui peut aider à se recentrer et à calmer ses émotions? Est-ce que c'est déjà des sujets que vous avez abordés, vous Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas abordé par rapport à ce sujet, mais j'ai fait longuement de l'équitation, donc c'est un sujet qui me porte à cœur. Mais oui, bien sûr, je pense que c'est déjà une ouverture sur autre chose nous permet finalement de ne plus, de dégager quelque chose de différent, d'ouvrir effectivement quelque chose de différent. Et puis le rapport avec l'animal, on le sait tous, c'est quelque chose de très sensitif, c'est une sphère qui permet vraiment de développer des émotions fortes. Donc, je pense que ça peut être un aide. Oui, cette question, en fait, elle touche aussi au monde sensible au sens large, hein, parce que quand on parle d'hypersensibilité, ce qu'on voudrait aussi, en tout cas pour ma part, c'est que cette sensibilité, elle traverse un petit peu plus toutes les sphères de la société et que les émotions, par exemple, soient davantage reconnues dans le monde du travail comme étant quelque chose de positif, même la
colère, même la frustration, parce que ce sont des indicateurs de quelque chose qui se passe et donc qu'il est important de laisser émerger. Et puis, donc par rapport au monde sensible, pour le coup animal, je crois qu'il y a quelque chose de très fort en fait pour les personnes hypersensibles. Alors pas toutes, hein. Pour certaines, ça va davantage être la connexion à la nature. Il y a des gens qui vont avoir besoin de l'élément l'élément mer, de l'élément forêt, de la verdure. Ça va être très variable. Et moi, ce que j'aime bien dire par rapport aux animaux, c'est qu'en fait, pour des personnes hypersensibles qui sont souvent en quête d'authenticité, eh bien, on a coutume de dire que l'animal, il n'a pas le temps de mentir. Et donc, quand on est à son contact, lui, il va être assez cash au niveau des comportements. Tu m'intéresses pas, tu envahis mon espace aussi. Et je crois que, par exemple, pour les chats, on a beaucoup à apprendre d'eux, parce qu'ils savent mettre leurs limites, eux. Ça, c'est sûr. Je pense que en tout cas, les plus gros vents animaux que je me suis pris sont venus de chats. Je te plus vois là-dessus, Fanny. C'est bien parce que je pense qu'on a quand même exploré, je regarde aussi en même temps le chat et les questions, mais exploré pas mal de questions que se posaient toutes les personnes qui nous suivent. Et du coup, on n'a pas forcément évoqué, là tu l'as évoqué très récemment Fanny, mais les tips qu'on peut mettre en place au travail. Et il y a notamment, pour passer sur ce sujet-là, plusieurs personnes qui se posaient la question de savoir si c'était quelque chose qu'il fallait valoriser en entreprise ou pas. Et donc du coup, quid d'annoncer ou pas qu'on est hypersensible à ses équipes et aux personnes avec qui on collabore. C'est une question qui revient souvent et la plupart du temps, je dis en fait, qu'est-ce que vous cherchez par là même, c'est-à-dire par le fait de partager le fait que vous seriez ou vous êtes hypersensible. Je crois que la question, elle est primordiale à se poser parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qui peut vous apporter de l'aide, c'est davantage de contextualiser votre partage. C'est-à-dire que je pense que dans un premier temps, vous devez définir ce qui est le plus important chez vous et notamment dans votre hypersensibilité. Il y a des personnes, on le disait, qui vont être plus sensorielles. Il y en a qui vont être plus dans l'émotion. Il y en a qui vont être plus dans les pensées. Donc, qu'est-ce qui finalement vous pose le plus de soucis et que vous auriez besoin de traduire à vos équipes ou à votre manager ou à votre RH parce que finalement, ce que vous cherchez peut-être, c'est d'aménager certaines choses. Donc, moi, je dis souvent, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de se mettre une étiquette. Je crois que c'est Sophie qui parlait d'étiquette au début. Il n'y a pas forcément besoin de se mettre un label. Ce qui est important par rapport au label, c'est que vous puissiez faire ce travail en amont de savoir qu'est-ce qui est vraiment votre singularité et ensuite de la traduire tout simplement dans des termes contextualisés ou illustrés du quotidien parce que finalement, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère. Ce n'est rien de pathologique, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une explication texte de ce que pourrait être l'hypersensibilité. Ok. Absolument. D'ailleurs, c'est en lien avec le parcours chance. Quand on parle des finalités, de l'environnement, etc., on définit tout ceci avec les talents. Et finalement, c'est en prendre conscience et savoir le partager, mais sans effectivement parler hypersensibilité. On peut même dire simplement une sensibilité pour certains, être très sensible ou ultra sensible. Enfin, j'ai écouté ton podcast, Fanny, que tu animais avec Savario justement, et qui mettait toutes ces nuances-là et qui était très intéressante. L'idée de coller une étiquette est toujours un peu, je trouve, restrictive et limitante, alors que en fait, ça peut être quelque chose de plus léger, j'ai envie de dire, dans la façon de le présenter. Oui, tu parlais de Saverio. Lui, ce qui définit par ultrasensibilité, ça va être justement la personne hypersensible qui aura bien intégré, bien compris et apprivoisé son hypersensibilité. En fait, il était un peu, disons, je trouve pas le terme, donc le terme exact, je vais dire. Il était frileux, ça y est, je vais y arriver. Il était frileux quant à l'utilisation du préfixe hyper, qui peut, dans la langue française, paraître négatif. Et comme c'est ce qu'on fait aussi au sein de l'Observatoire, on avait envie de redorer le blason de cette sensibilité élevée, on s'est dit que peut-être on pouvait aussi, comme tu dis Sophie, parler d'une sensibilité haute ou d'une sensibilité élevée et que le terme déjà de sensibilité, il est très fort. Donc, c'est important
important de pouvoir l'employer aussi seul. Et puis, une autre petite remarque par rapport au fait qu'avec tout ce qu'on a dit aussi déjà jusqu'à maintenant, il y a des personnes hypersensibles qui vont être très différentes entre elles, hein, entre introversion, extraversion, émotion, sensation. Donc, parfois, quand on dit je suis hypersensible, une fois qu'on a dit ça, c'est pas toujours suffisant. Ouais, oui, donc du coup, je réponds parce qu'il y a plusieurs questions qui rassemblent à ça. Donc, quand je réponds, je fais un peu la somme de tout ce que vous avez dit. Mais le but, c'est quand même avant tout je pense, d'accepter ces émotions et donc d'accepter d'une certaine façon qu'on a cette sensibilité à cerveau et puis de bien l'identifier dans ses journées, que ce soit dans sa vie perso et sa vie pro, pour trouver mettre les bonnes solutions et le bon fonctionnement de vie en face. Et c'est là où ça devient une force finalement. En fait, oui, je suis d'accord avec toi. C'est comment elle se manifeste en moi. Et puis de faire le lien avec ses souvenirs, peut-être aussi en famille, au travail, adolescent, à l'école. Et ce qui permet d'avoir finalement une meilleure connaissance de soi, de ce dont on a besoin, de ce que l'on désire. Et qui permet finalement de voir de ce fait les atouts. Et puis, j'ai envie de dire, les points d'amélioration qui sont des axes de développement et en fait, qui sont vraiment des super axes de progression, à mon avis. Et d'ailleurs, ces atouts-là, tu en parlais, Sophie, dans ton introduction, tu parlais de créativité, tu parlais d'intuition. C'est important aussi de se dire et de regarder le côté, pile ou face, ça dépend lequel est lequel, mais de regarder le côté positif aussi de cette sensibilité élevée. Donc, Sophie, tu parlais de créativité et j'ai bien aimé ce que tu disais sur cette définition, puisque tu disais que la créativité, c'est aussi une façon différente de penser. Souvent, quand on dit créativité, on pense créativité artistique, mais il y a plein d'autres façons d'être créatif. Tu parlais de l'intuition, ça peut être une force incroyable, entre guillemets, hein, quand on est en entreprise, par exemple, et qu'on a l'intuition justement d'une solution, de l'aboutissement d'un projet aussi. Alors après, tout va dépendre du moment où on va traduire cette intuition, de la personne avec qui on va la traduire et puis de la façon dont on va la traduire. Mais il y a toutes ces belles qualités, l'empathie, on en parlait précédemment, qui font que si on regarde bien cette hypersensibilité, on peut aussi se dire, en fait, moi, mon talent, j'imagine qu'avec Chance, vous parlez beaucoup de talent aussi. Moi, mon talent, c'est finalement de faire ceci très naturellement et très simplement versus d'autres personnes. Donc, c'est mon talent naturel. Il se trouve qu'il est lié à ma sensibilité et en fait, j'ai envie de le mettre au cœur de mon activité professionnelle. Et il y a vraiment pour moi cette notion d'oser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient de cette singularité, de ses forces, de cette sensibilité, etc., ça permet, moi j'accompagne des clients qui ont vraiment des grandes et des belles idées et qui deviennent des très beaux projets. C'est-à-dire que ça permet une ouverture qui est, je trouve, juste magnifique parce qu'ils acceptent et vivent leurs émotions et les partagent. Parce qu'il y a aussi cette notion de vivre ses émotions, mais ce qui est bien sûr lié avec l'empathie, c'est de les partager, bien sûr, qui est quelque chose de très fort. Et ça permet de voir de très beaux projets naître. Et je trouve ça toujours assez émouvant. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'énergie en fait chez ces personnes, hein, quand elles ont justement réussi à trouver leur équilibre. Il y a beaucoup d'énergie. Moi, je pense à une cliente qui là est en train de remanier un petit peu sa vie professionnelle et on sort franchement des accompagnements. Je ne sais pas qui donne de l'énergie à l'autre, hein, parce que ce sont aussi des personnes qui rayonnent, hein, quand elles se sentent à l'aise avec leur singularité. Absolument. Oui, il y a un réel besoin en fait de bien définir quelle est sa grande sensibilité pour la vivre pleinement positivement. Je le redis parce que j'ai d'autres questions qui arrivent dans les questions, encore un peu à ce sujet-là. On a une question qui sort un peu du cadre, mais il est 49 et je me dis que ça vaut le coup. Non, mais ça vaut le coup du cadre. Ça vaut le coup de la prendre parce qu'il doit y avoir beaucoup de parents aussi.
la question de l'hypersensibilité, de l'échec scolaire, en fait, la question d'hypersensibilité à l'école et d'hypersensibilité en fait, d'enfants peut-être. Alors, je me dis, est-ce qu'on peut se faire une petite sortie de cadre sur est-ce que vous avez deux, trois conseils à donner à des parents qui verraient qui identifieraient leurs enfants comme ayant une grande sensibilité? Bah, déjà, les accompagner certainement dans la valorisation de ça. Et je pense, alors je ne suis pas une spécialiste par rapport à ce… non, oui, je précise à tout le monde qu'on ne l'est pas. Mais j'ai envie de dire, c'est valoriser effectivement leur hypersensibilité tout en la mettant dans un cadre. C'est-à-dire comment finalement on peut l'intégrer dans un environnement, la vivre au mieux dans un cadre qui est le milieu scolaire, qui n'est pas forcément effectivement, et peut-être également des activités extrascolaires qui permettent justement de vivre toute cette hypersensibilité. Ok. Je pense que ce sera déjà un très bon élément de réponse. Anaïs, sur l'hypersensibilité, disons, au sein des familles et sur les enfants, moi non plus, je suis pas spécialiste. Ouais. Et du coup, je renvoie souvent vers Élodie Crépel, qui, elle, est vraiment spécialisée sur ce sujet et qui travaille aussi sur l'Observatoire de la sensibilité. Elle a une grosse communauté sur Instagram, donc elle apporte beaucoup de contenu sur ce sujet pour les personnes que ça intéresse. Top, c'est super, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont interpellés à ce sujet-là. Et du coup, je vais la jouer un peu à l'américaine. Est-ce que du coup, pour vous deux, est-ce que vous pourriez nous dire en deux phrases pourquoi l'ultrasensibilité aujourd'hui pour vous est une force et pourquoi comment l'empathie peut devenir vraiment un atout dans le milieu professionnel? Parce que j'imagine que Fanny, c'est déjà des sujets sur lesquels tu as rebondi. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de live? Alors, en deux phrases. En deux phrases, en trois, en six. Il est 51, on a encore le temps de… Mais en concis, en fait, un peu pour commencer une sorte de conclusion, de se dire que ça peut être un atout. Comme un petit mantra qu'on se garderait. Ok. Alors, si on parle de l'empathie, c'est vrai que moi, dès que je prononce ce terme, j'ai quand même de la lumière qui arrive autour. Je le vois immédiatement comme quelque chose de positif. Je pense que Sophie sera d'accord avec moi que dans certaines professions, et notamment les professions d'accompagnement, être doué d'empathie, ça permet en fait de bien comprendre ce qui se passe chez l'autre et d'être en connexion avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'en effet, parfois, on ne peut pas tomber dans la surempathie. Donc, pour redire ce qu'on disait pour les personnes qui n'étaient pas là au début, c'est qu'il faut bien apprendre à mettre ses limites justement entre l'émotion de l'autre et la mienne. Mais en tout cas, si j'en reste strictement à l'empathie, c'est-à-dire de capter en fait ce qui se passe chez l'autre, on est vraiment là dans l'ordre de la sensibilité élevée, puisque si on parle de capteurs et de stimulation et de surstimulation, j'ai vraiment comme une sensation qui se produit quand je suis en interaction avec une autre personne. Je sens à peu près ce qui se passe pour l'autre. Alors bien sûr, on peut se tromper, mais en tout cas, on est dans le respect de son intégrité. Et donc, l'empathie, si on en vient au monde professionnel, ça peut servir dans une tonne d'activités. Souvent, on pense à l'accompagnement immédiatement, mais moi, j'aime bien prendre d'autres contre-pied. Par exemple, les commerciaux empathiques sont d'extraordinaires commerciaux parce qu'en fait, ils vont capter les besoins des clients très facilement. Les empathiques en entreprise, ça va être aussi des personnes dans les équipes qui accueillent à bras ouverts les nouvelles personnes, les nouveaux entrants, qui vont créer du lien à l'intérieur des équipes. Et puis, être un manager empathique, c'est aussi être un manager qui est à l'écoute de ses propres émotions et qui, du coup, va être à l'écoute des émotions de son équipe et qui va donner l'autorisation à son équipe de ressentir des choses, parce que parfois il y a une confusion dans le monde de l'entreprise entre le fait de partager des émotions et puis parler de sa vie perso. Ça n'a rien à voir. Quand on partage des émotions, c'est qu'on s'autorise à dire que là-dessus on a été frustré, là-dessus on a été ravi, et donc ça permet aussi de faire des retours à ses équipes.
Ouais, c'est top. En plus, ça répond à une question qui a été posée sur quelles étaient les typologies de métiers. Est-ce qu'il y a d'autres métiers parce que c'est vrai qu'après, il y a les métiers créatifs, comme tu en parlais au début, Sophie, comme tu en parlais au début, et qui ne sont pas forcément des métiers créatifs au sens primaire du terme, écrivain, peintre, mais des métiers dans lesquels on peut trouver de la créativité. Oui, et puis ne serait-ce que dans n'importe quel poste, finalement, d'amener de l'innovation, de la créativité, ne serait-ce que, pas forcément des idées extraordinaires, mais ne serait-ce, par exemple, animer une réunion, comment on pourrait se challenger pour y mettre du peps, de la co-responsabilité, etc. En fait, on pourrait imaginer plein de choses. C'est exploitable dans plein de situations et pas forcément dans un poste précis. Mais justement, c'est à partir du moment où on l'intègre comme une force, on peut s'en servir, j'ai envie de dire, pour plein de choses, et ça peut ouvrir sur plein de choses. Et je pense que le fait également de le partager et effectivement de l'exprimer, ça peut être très modélisant pour les autres personnes et d'arriver à développer et d'intégrer ça comme une force peut permettre également à d'autres personnes de se reconnaître, de s'ouvrir, etc. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut y aller. Mais c'est très juste ce que tu dis, Sophie, de réfléchir en termes de talent et pas forcément de poste. Parce que réfléchir en termes de poste, en fait, c'est terriblement bloquant. Et notamment pour les personnes multipotentielles qui vont vous dire, mais moi, j'ai pas de talent et puis moi, j'ai pas de vocation. Alors là, le mythe de la vocation, d'ailleurs, on pourrait en parler pendant des heures, mais oui, tout le monde n'a pas une vocation. En fait, simplement, on a des talents, on a des envies, on a de la curiosité pour certains sujets. Et j'en reviens au fil rouge, c'est qu'est-ce que tout cela, en fait, peut donner en termes de contribution. C'est plutôt comment j'ai envie de contribuer et comment j'ai envie de me sentir, en fait, quand je travaille. Absolument. Bah j'ai envie de dire que c'était un beau mot de la fin, parce qu'on arrive sur la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous pensiez être seul au début de ce live, sachez qu'on a été plus de 200 à le suivre. Donc, c'est qu'on est bien nombreux, et je m'inclus dedans, à ressentir ces émotions de façon intense et de façon positive, parce que c'est quand même bien ça le mot de la fin. C'est de se dire que c'est pas du tout une pathologie, absolument pas, mais un trait de personnalité qui peut être le moteur d'une tonne de choses positives dans sa vie, tant qu'on a pris le temps de s'interroger sur ses façons de ressentir, ses façons de se protéger pour le vivre au mieux, et notamment dans sa vie professionnelle. En tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous remercie spécialement toutes les deux du temps et de l'énergie que vous avez consacré à ce webinaire dans votre agenda, parce que je sais qu'en plus, il était assez complet et pour l'une et pour l'autre. Donc, vraiment, très sincèrement, je vous remercie. J'ai également appris une tonne de choses. Et, c'est ça, merci vraiment. C'était un très bon moment. Et du coup, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, je vous invite à aller sur Chance YouTube où vous pourrez retrouver la vidéo, le total replay de la vidéo. Et surtout, nous rejoindre sur Facebook et sur LinkedIn pour découvrir nos prochains lives, d'autres tips et des témoignages aussi de talent, parce que je pense que c'est au regard de tout ce qu'on s'est raconté, des échanges que j'ai vus dans le chat, ça peut être vraiment aidant de voir des personnes qui ont suivi le parcours, qui se sont fait coacher et qui ont eu ces phases de questionnement dont on a parlé. Et puis, si vous décidez de passer à l'action, en tout cas, on vous envoie toutes les informations nécessaires dans le mail qui vous parviendra une fois le live terminé. Voilà. Je vous remercie une dernière fois, Fanny et Sophie. Merci à toi. Merci, Sophie. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci. Au revoir.